Bonjour les enfants, donc là nous allons parler de Napoléon Bonaparte, l'homme politique. Alors, rappelez-vous, en 1793, donc je vous l'ai dit dans l'enregistrement précédent, il devient général de l'armée révolutionnaire. Il est jeune pour un général. En 1797, il va commander l'armée qui va aller combattre en Italie. Il va se faire remarquer à ce moment-là. Mais il s'était déjà fait remarquer 2 ans auparavant, car en 1795, à Paris, des contre-révolutionnaires, donc des gens qui étaient partisans du retour du roi, pas évidemment Louis XVI parce qu'il avait été guillotiné, mais un membre de la famille royale, donc des contre-révolutionnaires, s'étaient révoltés, avaient mené une insurrection à Paris, et donc Napoléon avait été chargé de mater cette révolte. Et d'ailleurs, il y a eu des massacres incroyables, avec des centaines et des centaines de morts. Donc, depuis ce moment-là, Napoléon était détesté par les royalistes. Donc, on revient en 1797, il commande l'armée qui va combattre en Italie, va remporter de nombreuses victoires. Je vous en citerai quelques-unes dans un prochain numéro, entre guillemets. Et en 1798, il part en Égypte. Il y a une expédition militaire et scientifique qui est mise sur pied, et donc il part là-bas. Alors cette expédition en Égypte va être au départ une réussite sur le plan militaire, parce que Napoléon, qui rêve de conquérir l'Égypte puis l'Inde, veut chasser les Anglais de ce territoire, car les Anglais contrôlaient le commerce et contrôlaient ce territoire-là. Donc, au départ, Napoléon va remporter quelques grandes batailles, on en parlera un peu plus tard, hein, mais il va y avoir aussi, il va amener avec lui, quand il va partir là-bas, il va amener avec lui des savants. Il va amener 160 savants, dont l'un qui s'appelle Vivian Denon, qui va être à l'origine du musée du Louvre actuel. Et grâce à cette expédition scientifique, on va découvrir les pyramides, on va découvrir des trésors fabuleux dans les tombeaux des pharaons, et on va découvrir aussi, on va trouver la pierre de Rosette. C'est une grande pierre noire sur laquelle un même texte est gravé en 3 écritures différentes. Alors au départ, on ne comprenait pas, on ne savait pas que c'était 3 textes différents, que c'était un même texte mais dans 3 écritures différentes. Et un monsieur donc, qui s'appelait Champollion, vous en avez entendu parler, a réussi à déchiffrer, à décrypter, à comprendre cet alphabet, donc à comprendre les hiéroglyphes, et donc on a pu traduire ce texte. Donc depuis, c'est grâce à Napoléon, hein, depuis Napoléon, les Français, en règle générale, sont passionnés par l'Égypte antique, hein, l'Égypte des pharaons, des pyramides. Donc c'est grâce à cette expédition de Napoléon en 1798. Voilà. Donc là, force de remporter des batailles, de partir comme ça en Italie, en Égypte, à Paris, on se rend compte que qu'il a du caractère, qu'il a toutes les qualités, entre guillemets, pour gouverner. Donc, en novembre 1799, Napoléon, qui sait tout ça, décide de faire un coup d'État, donc de prendre le pouvoir par la force. Il faut savoir qu'en France, au niveau du gouvernement, à l'époque, c'était le bazar. Donc, rien n'était sûr, il y avait beaucoup d'incertitudes, il fallait rétablir, entre guillemets, un semblant d'ordre. Et Napoléon était l'homme, entre guillemets, qu'il fallait. Donc, il prend le pouvoir avec 3 autres personnes. Et quand il prend le pouvoir, il se fait appeler premier consul. Pourquoi consul ? Napoléon, il faut le savoir, était fasciné par la Rome antique. Hein. Tous les empereurs romains, César et tous les consuls auparavant, il était fasciné par cette civilisation-là. D'ailleurs, pour lui, ce qu'il y avait eu, hein, toutes les périodes historiques qui s'étaient passées entre la Rome antique
et sa venue au monde, entre guillemets, était sans importance. Voilà, lui, il voulait remettre au goût du jour, en l'adaptant évidemment, hein, ce qui s'était passé durant la Rome antique, du temps des empereurs et des consuls romains. Donc il était fasciné par ça. Donc évidemment, il prend le pouvoir donc en novembre 1799. Je vous avais dit lors d'un enregistrement précédent que au moment de la Révolution, même le calendrier que l'on connaît aujourd'hui avait été modifié. Hein. Vous rappelez-vous, on ne donnait plus de noms janvier, février, mars, ces mois-là n'existaient plus. On donnait des mois qui avaient un lien, des noms de mois qui avaient un lien avec les conditions, on va dire, climatiques, brumaires, venteuses, je n'avais parlé de ça. Donc, en novembre 1799, hein, on est le 18 Brumaire. Voilà. Donc, ça, c'est une date très importante dans l'histoire de France. Donc, quand il prend le pouvoir avec 3 autres personnes, lui, c'est le premier consul, évidemment. Il y a un deuxième consul, puis il y a un troisième consul. Mais très vite, hein, ces 2 autres consuls, il va, entre guillemets, les mettre de côté et il va se faire élire par l'Assemblée consul à vie. Voilà, donc dans sa tête, hein, il va gouverner, en gros, jusqu'à sa mort. Bon, et là, ça ne suffit pas, ce titre-là, consul à vie. Il lui faut autre chose. Il ne peut pas être roi. Des rois, on n'en veut plus. Donc, il va se proclamer empereur, tout simplement. Voilà, donc en 1804, il y a le sacre. Le sacre a lieu, le couronnement a lieu à la cathédrale Notre-Dame. Il n'allait pas aller à Reims, comme les rois précédents. Non, non, lui c'est Notre-Dame. Donc Notre-Dame est redécorée. Il faut savoir qu'à cette époque-là, elle était un petit peu laissée à l'abandon. Donc il y a des travaux qui sont faits un petit peu à l'intérieur. Il faut que ce soit fastueux, évidemment. Napoléon va se faire couronner. Donc, il y a un tableau qui est très connu, hein, je vous montrerai quand on reviendra à l'école, et peut-être même monsieur le directeur, il va le mettre là, en filigrane. Sur ce tableau, on voit Napoléon qui est debout. Napoléon est debout, et il tient dans sa main une couronne. Alors lui, il a déjà la couronne sur la tête. Alors c'est une couronne un petit peu comme les couronnes des empereurs romains. Hein, toujours pareil. La couronne de laurier. Et là, il tient la couronne dans sa main et il va la poser au-dessus plutôt, de la tête de Joséphine, qui, vous le voyez, est agenouillée. Voilà. Alors, derrière Napoléon, il y a un monsieur qui est assis et qui tient une sorte de sceptre. Voilà. Lui, c'est le pape de l'époque. Alors, le pape, il n'a pas voulu... Au départ, il ne voulait pas venir, mais Napoléon lui a bien fait comprendre qu'il valait mieux qu'il vienne parce que à cette époque-là, le pape possédait en Italie des territoires. Donc Napoléon lui avait fait comprendre que si il ne venait pas, il envahirait ces territoires et puis l'autorité du pape serait terminée. Donc le pape est là, mais il n'avait pas trop envie d'être là. Derrière Joséphine, vous avez quelques dames qui sont là. Alors, ce sont des sœurs de Napoléon. Alors, il faut savoir que ces sœurs détestaient Joséphine. Ah, d'ailleurs, j'avais oublié de préciser tout à l'heure, Joséphine, c'est pas son vrai prénom. Son vrai prénom, c'est Marie-Rose. Mais comme Bonaparte était jaloux comme un pou, il ne voulait pas, en l'épousant quelques années avant, qu'elle continue de s'appeler Marie-Rose. Alors il avait pris le 3e prénom, c'était Marie-Rose-Joseph, et il avait transformé en Joséphine. Comme ça, d'après lui, ce serait le premier à l'épouser réellement. Donc voilà, pour la petite histoire. Donc derrière Joséphine, là, vous avez 3 personnes qui sont là, qui tiennent la traîne. Ce sont... des sœurs de Napoléon qui sont là. Alors, il faut savoir, elles la détestent, hein, elles ne peuvent pas la voir. D'ailleurs, elles l'appellent la vieille, hein, c'est pour tout dire. Et puis, il y a une tribune aussi. Sur cette tribune, à la base, elle n'y est pas. Donc, c'est le peintre qui, sur ordre de Napoléon,
a demandé à ce que cette tribune soit peinte et qu'il y ait des personnages à l'intérieur. Entre autres, la mère de Napoléon. Il faut savoir qu'en réalité, la mère de Napoléon n'est jamais venue. Elle n'a pas assisté au sacre de son fils. Donc voilà, imaginez un peu. Donc en 1804, Napoléon devient empereur sous le titre de Napoléon Ier, évidemment. Hein. Napoléon Ier. Donc il va être empereur jusqu'en 1814. En 1814, après de multiples batailles dont je vous parlerai un peu plus tard, il perd, les armées étrangères sont arrivées jusqu'à Paris. Donc Napoléon est obligé d'abdiquer, c'est-à-dire qu'il est obligé de démissionner. Et là, les Russes et les Autrichiens et les Prussiens décident de l'envoyer, et les Anglais décident de l'envoyer sur une île. Alors l'île d'Elbe. L'île d'Elbe se trouve, c'est une petite île, qui se trouve entre la Corse et l'Italie. Voilà, une toute petite île. D'ailleurs, par beau temps, quand on est sur l'île d'Elbe, on peut apercevoir les côtes corses. Napoléon va y passer 10 mois. Voilà. Il faut savoir d'ailleurs que sa femme, Marie-Louise, et son fils ne sont pas allés sur l'île d'Elbe. Marie-Louise n'a pas voulu y aller. Elle est retournée en Autriche auprès de sa famille. Et d'ailleurs, elle et son fils ne reverront jamais plus Napoléon. Malgré tout, il y a quelques membres de la cour qui l'ont accompagné. Ces personnes, alors il y a des membres de sa famille et des personnes très proches. Mais il va rester là pendant 10 mois. Je m'arrête là et je continue dans un prochain enregistrement.